Madame, Monsieur, bonsoir. Si les dernières précipitations et les chutes de neige ont redonné espoir quant à la situation hydrique dans les 4 coins du royaume, dans une région en particulier, elles sont synonymes de conditions pénibles pour des milliers de familles toujours sous les tentes, 1 an et demi après le séisme dévastateur d'Al Haouz. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, il reste exactement 3211 tentes sur les 35 000 installées pour les familles sinistrées. 15 000 familles ont pu retrouver leur maison reconstruite ou rénovée. Mais quid des autres qui ont perçu et perçoivent encore, pour certains, l'aide gouvernementale de 2500 dirhams mensuels? Où et comment vivent-elles? Quid aussi des dossiers en suspens? À qui incombe la responsabilité de ce retard? Est-ce une question de budget, de gouvernance? Si le budget de l'État permet de reconstruire 120 milliards de dirhams en l'occurrence sur 5 ans, pourquoi un gouvernement prônant l'État social permet-il une telle situation alors qu'il dispose, grâce aux orientations royales, d'une agence pour le développement de la place qui est, soit dit en passant, absente? D'où la question fondamentale. Pour un projet tel que la reconstruction de villages entiers détruits par une catastrophe naturelle, faut-il la politique d'un État social ou celle plus engageante d'un État-providence? Enfin, cette tragédie humaine ne serait-elle pas utilisée comme un outil politicien pour des fins hâtivement électorales? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de questions d'actu ce soir le professeur en finances publiques à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Mohamed V de Rabat, professeur Hassan Arafi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et un plaisir renouvelé d'accueillir l'architecte urbaniste et écrivain Rachid Boufous. Bonsoir et bienvenue à vous également dans Questions d'actu une nouvelle fois. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Avant de commencer, ou pour commencer, je vous propose d'aller justement dans la province d'Al Haouz, plus précisément dans le village de Marira, près de Wirgan. Nos équipes se sont déplacées à la rencontre des familles et pour aussi voir l'état d'avancement des travaux de reconstruction. C'est un reportage signé Ilham Barrada à la caméra Hayat Ziani. Nous sommes dans la province d'Al Haouz et plus précisément à Douar Marira, une des zones sinistrées du séisme qui a frappé le Maroc le 8 septembre 2023. Nous avons rendu visite à la famille Zaïd qui a perdu la demeure familiale. Aujourd'hui, dans ces installations de fortune, les femmes de la maison gèrent tant bien que mal leur quotidien. C'est leur fils Ahmed qui s'attelle à la reconstruction de leur nouvelle maison qui a bénéficié de l'aide de 80 000 dirhams. La représentante de la commune m'a remis le plan de construction. J'ai trouvé que la superficie était de 74 mètres carrés. J'ai remis le document à l'entreprise chargée du chantier. Les fondations m'ont coûté 35 000 dirhams. Puis il y a les murs, les poteaux et la dalle de la toiture. La situation a complètement changé depuis que le séisme a frappé. Nous supportons les intempéries, le froid et la chaleur. Les choses ont bien changé. Mon fils n'a pas encore terminé la construction de sa maison. Nous vivons toujours sous des tentes. Dans la province d'Al Haouz, ce sont plus de 24 000 constructions qui sont programmées. Dans certains douars, les travaux vont bon train. Les habitants ont hâte de s'installer chez eux et quitter les tentes mises en place au lendemain du séisme. Au siège de la province, la cellule de suivi est à l'écoute des bénéficiaires. حاليا أزيد من 14500 منزل أو أسرة تقطن بمنازلها من أصل. Actuellement, plus de 14 500 maisons sont déjà construites sur un total de 26 252 bénéficiaires. Ce que je peux fournir comme statistique au niveau de la province d'Al Haouz, 1250 foyers ont bénéficié d'un soutien direct mensuel d'un montant de 2500 dirhams pour l'hébergement ou des frais de loyer. Sur les 26 252 qui ont bénéficié d'un soutien pour la reconstruction, 14 500 sont déjà relogés, 3 000 sont dans les dernières étapes de construction. Il est prévu qu'ils se terminent dans 2 mois au plus tard.
ومن المرتقب ان شاء الله في هاد الشهرين انها تلتحق بالمنازل ديالها. في الاول كنقول مازال باش باقي غد. Au début, je me demandais si j'allais vraiment reconstruire cette maison, si j'allais encore continuer à vivre ici. Heureusement, après le soutien apporté par Sa Majesté le Roi, cela nous a soulagés. Nous avons pu nous réinstaller et voilà, nous avons commencé une nouvelle vie. درنا بعدا فين ندخلوا للدار والحمد لله حنا بدينا عاوتاني حياة جديدة. 1 an et demi après le séisme d'Al Haouz, le programme de la reconstruction poursuit son chemin. Plus de 2900 villages avaient été touchés, abritant une population de 2,8 millions de riverains. Au total, ce sont plus de 59 000 habitations qui avaient été endommagées, plus d'un tiers totalement détruites. Messieurs, on va commencer peut-être par un commentaire sur ce reportage, commentaire aussi, surtout par ces chiffres qui viennent d'être publiés par le ministère de l'Intérieur. Rachid Boufous. Alors, on nous dit qu'il y a 60 000 habitations qui ont été touchées par le séisme et jusqu'à présent, je pense qu'il y a eu 25 000 maisons qui ont été reconstruites. Donc, il y a à peu près la moitié qui reste encore donc en construction avec, je pense, une mise en chantier d'à peu près 15 000 logements supplémentaires, 17 mois après le séisme. On remarque tout simplement que la volonté de l'État de reconstruire ces logements est là. Donc les gens sont aidés, l'État fait son travail, enfin à travers le ministère de l'Intérieur, enfin toutes les autorités compétentes sur place. Bon, ça mettra le temps que ça mettra parce qu'encore une fois, on l'a dit, on l'a répété sur ce plateau, la difficulté donc, de la géographie de la région où le séisme est survenu ne permettait pas justement une accélération de la reconstruction. Mais maintenant, moi, au-delà de cela, au-delà de cette mobilisation extraordinaire donc des pouvoirs publics, mais aussi de l'ensemble de la population pour venir en aide aux personnes sinistrées, je pose la question de la finalité de cette opération. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu de reconstruire, faire construire ces logements par l'État au lieu de laisser les gens justement face à toutes ces difficultés? C'est un choix qui a été pris par la tutelle, par le ministère de l'Habitat à l'époque? Oui, tout à fait. Et je pense qu'ils ont fait une grande erreur parce qu'encore une fois, c'est pas parce qu'on donne aux gens de l'argent que forcément ils vont y arriver. C'est là où il y a la nuance et nous allons revenir à cette question primordiale. C'est d'abord État social ou État-providence? Justement, les gens sont sinistrés. Moi, j'aime pas ces termes. Ces termes veulent pas veulent rien dire. On les a inventés au Maroc pour justement dire que la politique gouvernementale. Vous exagérez quand même. On les a inventés au Maroc. On les a pas inventés au Maroc. L'État-providence existe en dehors du Maroc et l'État social, c'est ce que prône ce gouvernement. En effet, c'est ce qu'on nous répète depuis le début de ce mandat. On les a inventés dans le lexique politique marocain, c'est-à-dire quand on les applique à la réalité socio-économique marocaine, ça veut dire autre chose. Bon, et on pourra en revenir, c'est pas ça le souci. Moi, en tant qu'architecte urbaniste, je n'aurais jamais gardé les gens dans les zones sinistrées, c'est-à-dire dans la montagne. La montagne est un espace dangereux, c'est un espace difficile, c'est un espace contraint. Il aurait mieux fallu reloger l'ensemble de ces populations, ces 300 000 habitants, même plus, de les descendre de la montagne vers les plaines, vers des endroits sécurisés à proximité des routes nationales où on aurait pu construire avec plus de sécurité, des logements sécurisés avec des règles de parasismiques avérées et contrôlées. Et en plus, on aurait pu construire avec beaucoup plus de facilité des équipements, des écoles, des collèges, des lycées, des centres de santé, des foyers féminins, même des librairies, des bibliothèques. Enfin, dans des zones où aujourd'hui, ça aurait été beaucoup plus simple de le faire, c'est-à-dire dans la plaine, dans des zones sécurisées. On a préféré garder ces gens dans la montagne. On voit aujourd'hui le résultat. Et puis le mode pour faire ce projet, enfin pour le réaliser, à savoir on donne aux gens
de l'argent et on leur dit débrouillez-vous pour aller chercher les artisans qui vont construire pour vous. Aujourd'hui en hiver, le problème du retard est dû justement que ces ouvriers ne veulent plus remonter donc des villes de Marrakech, de Haouz, etc. vers la montagne. Et je les comprends encore une fois. Qui irait construire en pleine neige et en plein froid en hiver? On aurait donné ça à des entrepreneurs ou à des promoteurs dans le cadre d'un partenariat public-privé. On aurait réussi cette opération, on l'aurait bouclé en 1 an et demi, 2 ans, on aurait construit même 60 000 logements. Ça, on peut le faire. Au Maroc, un seul promoteur peut construire jusqu'à 25 000 logements par an. 60 000 logements, c'est pas quelque chose qui nous dépasse. À un moment où nous réalisons des prouesses aujourd'hui avec des stades que nous réalisons en moins d'1 an, d'accord, on n'arrive même pas à construire 60 logements. Je pense qu'on a fait le choix l'État a fait le choix de ne pas prendre en charge. C'est un mauvais choix. De construire. C'est un mauvais choix qui vient d'une mauvaise analyse, qui vient d'une mauvaise perception de la réalité dans le rural. Et encore une fois, on a voulu instaurer dans le rural des pratiques qu'on fait dans l'urbain. C'est cela l'erreur, encore une fois. Les erreurs, selon la Ligue marocaine de la citoyenneté et des droits de l'homme, donc la société civile qui critique, elle aussi, la gestion défaillante du processus de reconstruction. On parle d'enchevêtrement bureaucratique. Elle appelle à l'ouverture d'une enquête indépendante et transparente pour déterminer les raisons du retard dans l'acheminement des aides, mais exige une volonté politique. Donc la volonté politique, elle est là. Le professeur Arafi, le gouvernement a débloqué, sous les hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, un budget conséquent. Beaucoup d'argent a été débloqué pour cette opération de reconstruction. Alors, outre le fait qu'on ait fait le mauvais choix de ne pas déplacer les populations et aussi de ne pas construire, quelles ont été peut-être, ou s'il y a des fenêtres pour rectifier le tir, quelles seraient-elles? Puisque nous sommes là, nous sommes aujourd'hui, au lieu de revenir vers le passé. Certes, on ne peut pas nier l'effort qui a été déployé aussi bien par les autorités ou par tout l'appareil gouvernemental sous les hautes instructions de Sa Majesté le Roi afin de débloquer la situation, afin de mobiliser ce qui est mobilisable pour restaurer la situation et dépasser les effets et les externalités négatives de ce séisme à Al-Haouz. Comme vous l'avez mentionné, l'effet financier il est quand même colossal. Si on se réfère au propos de la loi de finances de 2005, donc certes, il y a plus que 63 000 familles plus qui sont des bénéficiaires d'une dotation mensuelle à titre de subvention de fonctionnement, et avec une rallonge aussi qui a été prévue au titre de la loi de finances de 750 millions de dirhams. Donc il y a un volontarisme qui est bien exprimé par le gouvernement afin de faire face aux aléas émergents de cette situation. Également, plus que 5 000 familles ont bénéficié de la dotation soit pour reconstruire à nouveau leur logement en bénéficiant de 140 000 logements ou pour la réhabilitation et la restauration de leur logement à 80 000 dirhams. Bon. Les autorités sur place, avec le comité de veille et de suivi, comme vous l'avez montré, ils sont en train de faire un travail. Et ils sont face à une population qui est résignée et désemparée. Donc, certes. Alors, où ça coince? Et c'est ça la question. Et donc, la volonté, elle est là, l'argent, il est mobilisé. Est-ce qu'il est suffisant ou pas? Ça, je pense que jusqu'à l'heure actuelle, on n'est pas à 50% de ce qui a été prévu. Il était prévu 50 000 logements, 60 000 logements à restaurer, à refaire. Oui. Aujourd'hui, d'après les statistiques qu'on vient d'écouter, nous sommes à 24 000, avec un chiffre qui a été mentionné au titre de la loi de finances, que plus que 80% des personnes qui ont demandé le permis d'habiter, ils ont commencé la construction. Mais le verre est dans le fruit. Le verre est dans le fruit, dans la mesure où est-ce que
parce qu'il faut expliquer ce retard monstrueux. Jusqu'à l'heure actuelle, les gens ils sont délabrés ou ils sont logés dans des conditions qui sont indécentes. Et donc, je pense, comme l'avait mentionné mon collègue, parce qu'au départ, est-ce que la solution pour laquelle avait opté le gouvernement c'était la solution intelligente ou opportune? Au lieu de choisir pour des scénarios individualisés, en accordant des subventions ou des aides à la population pour qu'il y ait du bruit, je pense il aurait été beaucoup plus mieux d'agir autrement. Par exemple, on sait très bien qu'il y a des problèmes structurels qui ne sont pas liés uniquement aux effets de séisme, c'est que nous sommes dans une zone montagneuse, avec toutes les difficultés pour mobiliser aussi bien le personnel, les matériaux de construction, les bureaux d'études géotechniques, etc. Et donc, dites-moi, quelle infrastructure, quel tissu entrepreneurial, quelle main-d'œuvre est-elle disponible afin de faire face à 50 000 logements dans un laps de temps? Vraiment, il faut être réaliste pour dire que c'est faisable. Et donc, le fait, je pense, d'accorder des subventions directes, ça, c'est quelque chose qu'il faut discuter et il faut la réévaluer. Je vous donne un petit exemple. La fenêtre de tir, enfin, en tout cas, est-ce qu'il y a un levier pour rectifier le tir, pour peut-être rattraper le retard perdu? Je pense ce genre de situation. Moi, j'aurais aimé qu'on ne crée pas une agence pour le développement, etc., mais une agence pour la gestion des risques, comme l'avaient fait les Turcs, par exemple. Les Turcs, après le tremblement de terre qui a touché, qu'est-ce qu'ils ont créé? Ils ont créé une agence. Et moi, je pense, dans une émission arabe, ici, dans vos plateaux, j'ai dit, avant la création même de cette agence, je dis, c'est le moment où on pensait à créer une agence de gestion des risques et de ce genre de crise, avec des scénarios. Et le rôle de ces associations, ils ont une vision anticipative. Non, mais le fonds a été créé déjà de la gestion des catastrophes naturelles. Je parle de l'agence. Non, mais alors si on crée un fonds, qui va gérer ce fonds? Il faut avec une structure. Et parce que le fait... c'est la même chose. Au lieu de créer 12 agences différentes. Jusqu'à l'heure actuelle, on gère les risques par des commissions ad hoc. On les gère comme il s'agissait des problèmes conjoncturels, à résoudre des problèmes qui sont éphémères. Alors non, je pense que si on a une agence de gestion des risques bien structurée, qui a des cartographies, qui peut prévenir les scénarios possibles pour aboutir ou pour atteindre les objectifs, l'échange aurait été beaucoup plus mieux que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, les solutions sont la résultante des commissions, des réunions ministérielles et parfois in extremis, on fait sortir une décision comme ça, et sont mesurés les impacts en amont et en aval de cette décision. Aujourd'hui, je vous donne une petite illustration. Est-ce qu'on a pensé à ce scénario lorsqu'on a accordé une subvention? On accorde une subvention sur vous donnez à quelqu'un qui est déjà dans la vulnérabilité. Vous lui donnez une avance de 20 000 dirhams, alors qu'il n'a aucun sou, pour pouvoir préparer la reconstruction de son immeuble. Et il n'a pas d'autorisation, il ne peut pas. Il va la dépenser, parce qu'il en a besoin. Du coup, s'il a dépensé à l'État de construire après, parce qu'ils n'ont plus les fonds pour construire eux-mêmes. Non, mais répondez... Si on devait prendre ce scénario qui est aujourd'hui, c'est le cas aujourd'hui, est-ce que cela veut dire que les gens qui n'ont plus les fonds pour construire leur propre maison, ce sera à l'État de mettre la main à la poche une nouvelle fois pour leur construire la maison? C'est pour ça que je disais quels seraient les résultats ou quelles seraient plutôt les solutions. Moi, je pense aujourd'hui, on est en train de dire et de justifier, d'après les déclarations et les assertions officielles, que le choix qu'on a adopté, c'était le seul choix ou le bon choix. Et donc, chaque fois, on fait sortir des chiffres. Mais à un certain moment, c'est vrai que les solutions, ils demandent certaines préagressivité. Mais à un certain moment, il faut avoir une attitude claire. J'aurais aimé, pour gérer les coûts fixes et faire une économie d'échelle,
et standardiser les normes de construction, je pense, de faire fonctionner cette agence, l'agence de développement des coins, pour s'occuper du reste, pour s'occuper de la construction des logements. Il faut l'activer en fait. Elle existe, il faut juste l'activer. On a l'impression, moi j'ai raisonné de cette façon, quand j'ai vu que le gouvernement avait préféré la solution politiquement vendable, c'est de distribuer des subventions directes. Au lieu d'avoir un montage financier dans lequel il peut prendre en charge la maîtrise d'ouvrage du sujet. D'accord. Et de l'autre côté, on a créé l'agence. J'ai dit peut-être l'agence, il va s'occuper uniquement de tout ce qui est infrastructure, les services publics, etc. Je pense, elle est toujours faisable aujourd'hui, pour la moitié des personnes qui n'ont pas encore bénéficié de subventions directes, pour prendre en charge la construction de leur maison. Je pense, à mon avis, mais je parle sous le contrôle des spécialistes dans le domaine de la construction et dans le domaine de la restauration, pour optimiser et faire sortir cette population de leur marasme. Alors, volonté politique, on le voit, le gouvernement ne réagit pas. Bon, à part bien sûr le ministère de l'Intérieur qui a été interpellé, le ministre a été interpellé au Parlement. Il y a aussi eu cette réaction du secrétaire d'État chargé de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire qui a démenti les allégations de certaines parties, que ce soit sur la scène politique ou sur les plateformes de réseaux sociaux, visant à ternir l'image de notre pays en diffusant des informations erronées sur la situation des habitants d'Al Haouz. Il a estimé que ces actions sont motivées soit par des règlements de compte politiques, soit par la recherche de vues sur Internet. Commentaire, messieurs. Il y a l'opposition aussi qui appelle le gouvernement à assumer ses responsabilités de ce retard inacceptable qu'est l'approche idoine pour protéger d'abord les droits en période de crise, sans en faire un argument électoral. Rachid Boufous. Aujourd'hui, remettre en cause la véracité des images que nous voyons sur les réseaux sociaux ou dans des moyens, des canaux de la presse écrite. Quand nous voyons la détresse de ces gens, elle est là. On ne peut pas la nier, on ne peut pas la remettre en cause. Dire aujourd'hui qu'on utilise ces choses-là à des buts politico-politiciens, c'est le ministre que vous citez, il est dans son rôle de mettre de la surenchère et de mettre la responsabilité du gouvernement sur le dos des agissements, soi-disant, d'une opposition, d'ailleurs, qui n'existe absolument pas. De toute façon, la majorité des partis sont au gouvernement. Quand on voit l'opposition, elle est vraiment... C'est une majorité numérique. Elle est numérique, elle est aussi réelle. Donc, encore une fois, ce qu'on voit dans l'opposition, elle est vraiment famélique. Donc, franchement, de quoi on parle? Maintenant, il faut assumer ses responsabilités au bout d'un moment. Et puis dire, est-ce qu'on a réussi cette opération ou on a échoué? Moi, je pense que le gouvernement a échoué. Et il faut le reconnaître. Et encore une fois, comme l'a dit mon collègue, pour ceux qui restent, sauvons ceux qui restent. Comment? En construisant, que l'État prenne ses responsabilités. Alors, ça veut dire que l'État va mettre la main à la poche deux fois. Il a l'obligation de mettre la main non seulement à la poche, mais de prendre ses responsabilités et de construire lui-même dans des conditions sécurisées, éviter tous les problèmes que la presse a relatés, vous-même ici sur ce plateau, face à des entrepreneurs véreux qui ont été poursuivis, justement, qui ont détourné l'argent et qui ont spolié plus d'une vingtaine de familles dans le house. Encore une fois, vous l'avez très bien dit, on donne de l'argent à quelqu'un qui est très sinistré, qui a une situation précaire, qui a 0 dirham, bien sûr qu'il va manger ces 20 000 dirhams ou ces 30 000 ou ces 40 000 dirhams pour améliorer que son quotidien. Mais en parlant de quotidien, pourquoi il n'y a pas de suivi quotidien? Pourquoi il n'y a pas de rapport sur l'avancement? Pourquoi voulez-vous que les gens qui sont déjà mobilisés... Où sont les rapports réguliers de distribution des aides? Il y a des centaines de gens, des autorités locales qui sont sur place, dans des commissions. Ils font un travail extraordinaire. Et je veux les saluer, tous ces gens, des collectivités territoriales et surtout du ministère de l'Intérieur et aussi des forces de sécurité qui font un travail extraordinaire, non seulement de maintien de l'ordre, mais de suivi. Il faut calmer aussi ces gens, il faut savoir dans quelles conditions psychologiques ils sont.
Donc il faut leur apporter de l'espoir. Et d'un autre côté, madame, vous avez un gouvernement qui a opté pour une mauvaise solution et qui ne veut pas assumer ses responsabilités. Moi je dis, ce n'est pas un problème. Prenons le taureau par les cornes, disons qu'aujourd'hui, nous devons assumer notre responsabilité en tant qu'État, en tant que gouvernement, ce qui se fait dans le monde entier en cas de sinistre, et allons construire nous-mêmes ces logements. On fait d'abord rentrer ces gens dans ces logements, on se débrouillera, on réfléchira après sur le mode de cession de ces logements, mais au moins on les sort des intempéries, on les sort du froid, on les sort de la neige, de ces tentes de plastique totalement hideuses et ils n'ont ni eau courante ni rien du tout. Est-ce qu'ils font même leurs besoins? Imaginez, c'est très difficile. Et aucun membre de gouvernement n'a pris la peine d'aller passer ne serait-ce qu'une soirée du Ramadan avec ces gens. D'accord? N'a passé un ftour avec eux. Il y a quand même des choses. Il y a des choses simples à faire, ne serait-ce que de se montrer. Le Premier ministre est absent, la ministre de l'Urbanisme est absente, tous les ministres sont absents. Alors, qui travaille aujourd'hui? Il n'y a que le ministre de l'Intérieur. Alors, il faut quand même être réaliste. Pourquoi alors ces gens-là font de la politique? Pourquoi ils promettent des gens? Et vous allez voir, au mois de juin, au mois de juillet, quand la campagne électorale va démarrer pour 2026, elle a déjà démarré. Vous allez voir la campagne a déjà démarré, Rachid. Vous allez voir, pas sans l'ignorer. Vous allez voir la surenchère des promesses et les visites sur place, etc. à but uniquement électoraliste. C'est maintenant que les gens du House ont besoin de la solidarité gouvernementale, ont besoin de la présence de tous ces ministres qui pérorent sur les plateaux en disant nous avons fait, nous avons fait. Vous parlez de cet État social, État solidaire, etc. C'est maintenant, durant ce mois sacré de Ramadan, qu'il doit être vraiment personnifié, matérialisé sur place et non dans les salons. Merci beaucoup Hassan Arafi, toujours un plaisir. Rachid Boufous, mais remercie encore une fois. C'est la fin de cet épisode de Questions d'actu. Très bonne soirée à tous.